Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ferveur, le podcast qui s'intéresse au supporterisme, quel que soit le sport et quel que soit le lieu. Dans Ferveur, vous êtes libre de vous exprimer comme vous le souhaitez et nous allons aller à la rencontre de passionnés pour comprendre qui ils sont et comment s'exprime le rameau pour un athlète, une équipe ou une nation. Le compte de Batum. Allez, Tigre. Allez, mon grand. T'es grand aujourd'hui. Avant de vous présenter le sujet du jour, je souhaite vous prévenir que la qualité du son de l'épisode que vous alliez écouter n'est pas parfaite et je m'en excuse. Avec Alexandre, mon invité, nous avons souhaité garder l'enregistrement original car dans Ferveur, chaque podcast est spontané, naturel, libre. Nous avons donc décidé de ne pas réenregistrer l'interview pour ne pas perdre cette spontanéité dans le débat. Aujourd'hui, nous allons parler d'e-sport. Cette pratique encore relativement méconnue en France souffre de beaucoup de clichés de la part du grand public et il me semblait important de pouvoir échanger avec un spécialiste de cette activité. Avec Alexandre Festeris, fondateur d'un club d'e-sport, nous allons analyser l'ampleur de ce phénomène et comprendre d'où vient cette ferveur populaire qui monte en France jour après jour. Salut Alexandre. Salut Arthur. Alexandre Festeris, tu es Head of e-sport chez Clanic et tu es également fondateur de l'équipe e-sport de l'entreprise Clanic, c'est bien ça? Exactement. Parfait, bah merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Comme je le précisais en intro, on va parler d'e-sport, quelque chose d'à la fois méconnu du grand public et qui prend un boost incroyable en ce moment. Est-ce que toi déjà, pour que nos auditeurs et même moi-même, vu que je suis pas un expert du sujet, comprennent mieux de quoi on va parler aujourd'hui, tu peux définir toi ton rapport à l'e-sport, ta passion et comment aujourd'hui tu la vis dans l'entreprise Clanic? Ok, déjà Arthur, merci. Merci pour l'invitation. Alors, moi, mon rapport à l'e-sport, il est très simple. C'est quelque chose que je vis depuis que j'ai 15 ans, quelque chose qui me passionne, que j'ai vu grandir. Et à l'heure actuelle, c'en est mon métier à plein temps. Je pilote et je manage un club d'e-sport qui s'appelle Clanic e-sport. Et comme tu disais avant, voilà, qui appartient au groupe Clanic. Donc voilà, donc c'est quelque chose moi qui me passionne. L'e-sport, en deux mots, hein, pour aussi le recontextualiser, c'est quoi? Ben, c'est la pratique d'un jeu vidéo de manière professionnelle, que ce soit seul ou en équipe. Et ce que j'entends par professionnel, c'est tout l'encadrement, l'organisation qui est autour. Donc c'est des ligues, c'est des championnats, c'est des matchs en ligne ou sur scène. Bon, voilà, tout ce qui va avec. Et voilà, ça c'est mon métier depuis plusieurs années. Et puis c'est ma passion et c'est un sujet que je porte tous les jours dans le cadre de mes activités. Ok, bah, super clair, au moins ça cadre bien. Quand tu dis différents jeux, est-ce que tu peux citer les trois, quatre plus connus, les plus représentés au niveau de l'e-sport en France? Au niveau du grand public, on va dire du grand public, c'est League of Legends. C'est le jeu principal. Par contre, l'un des premiers jeux e-sport, ou du moins qui a ressemblé à l'e-sport, c'est StarCraft 2. Il faut savoir que le berceau de l'e-sport, c'est la Corée du Sud. Et Ok. donc, c'est là, il y a 25 ans en arrière, hein, tu avais des joueurs de StarCraft qui arrivaient dans des hangars d'avions, à bord d'avions, pour monter sur scène et jouer face à du public. C'est des choses qui sont assez folles et qui sont difficiles à croire parce que nous, à l'époque, on était encore dans des cybercafés en parallèle en France à jouer à Counter-Strike et donc c'était vachement plus négatif l'image qu'il y avait en France. Mais voilà, à l'heure actuelle, c'est League of Legends, tu peux compter par exemple Counter-Strike, tu peux avoir, je sais pas, du Rocket League, enfin, tu as, ouais, bon, on va prendre ces jeux-là si tu veux, tu as eu du Fortnite aussi, mais si tu veux, moi, ce que j'aime bien mettre en avant sur la partie e-sport, il y a des jeux, déjà, il y a des jeux qui sont e-sport compatibles et d'autres qui ne le sont pas. Ça, c'est un fait. Et dans les jeux que je considère comme étant les top jeux, c'est les jeux qui ont, au-delà de leur adaptabilité à l'e-sport, qui ont aussi développé un écosystème autour, notamment comme League of Legends, avec donc une grosse compétition mondiale, puis des compétitions européennes, puis des compétitions régionales par pays, et qui descendent en fait d'échelle en échelle de niveau de jeu et qui part du joueur pro au joueur lambda qui souhaite s'amuser. Et donc voilà, c'est vraiment ces jeux-là que j'aimerais mettre en avant comme ça, sans réfléchir, et qui incarnent le mieux la pratique de l'e-sport en France, mais surtout dans le monde.
Ok. Déjà hyper intéressant parce que la première remarque que j'ai par rapport à ça, et encore une fois, je vais pas le mentir, je suis pas expert, donc je suis un peu aussi surpris de ça. Dans les jeux d'e-sport que tu as cités, il y a aucun jeu de sport. Tu m'as pas cité de C'est quoi? FIFA, tu m'as pas sorti. J'ai, ouais, excuse-moi, je te prie, mais j'ai failli commencer avec un disclaimer en disant que dans e-sport, même si c'est le mot sport, tu n'as pas les jeux de sport qui sont en avant. Ouais, en effet, en fait, les jeux de sport sont donc des jeux de simulation, FIFA, Top Spin pour le tennis, 2K pour le basket. C'est pas des jeux qui ont eu un écho populaire très grand pour deux sujets. Les jeux que je t'ai cités, c'est des jeux qui ont été pensés pour être e-sport friendly, e-sport compatible, qui ont été pensés pour développer, si tu veux, une vraie scène, un vrai écosystème. Là où les simulations, les jeux de simulation, c'est plus, et les utilisateurs qui se positionnent, en fait, dans leur esprit, ils veulent pas recréer le foot. Le foot existe déjà, si tu veux. D'accord. Le foot existe déjà. Donc, c'est comme ça. En fait, c'est là où la différence entre un League of Legends et un FIFA, c'est que League of Legends a été pensé depuis son départ pour devenir un jeu compétitif et avec tous les éléments qui sont autour d'un sport, hein. Par exemple, c'est comme le foot, hein, que ce soit les sponsors, les partenaires, les fans, les équipes. Là où un jeu comme FIFA, ben, ils avaient déjà le foot, eux, c'était juste donner le plaisir de manière digitale à des joueurs de revivre un match de foot. Voilà, c'est là la différence. Avec le temps, ça a changé. Hein. Tu as notamment sur FIFA, tu as la e-league, la FIFA e-league qui donc mais tu vois c'est encore différent parce que la FIFA e-league c'est les clubs professionnels de Ligue 1 qui ont l'obligation d'avoir des joueurs et une équipe. Là où sur League of Legends, n'importe qui peut devenir professionnel sous certaines conditions évidemment et l'accessibilité elle est open à tout le monde. Alors que sur FIFA pour le coup vu que tu le citais, c'était pas du tout le cas. Donc c'est en train de le devenir, tu vois, c'est en train de changer. Tu as des jeux et des opus qui commencent à prendre un petit peu, mais c'est pas les mêmes stratégies, c'est pas les mêmes axes de développement. Et les jeux purement e-sport ont des années d'avance sur les simulateurs, pardon, comme FIFA ou NBA 2K. Ok, ok. Bah écoute, très clair comme explication. Merci beaucoup. Deuxième point qui m'interroge un peu avant de rentrer plus en profondeur dans le sujet qui va nous intéresser, savoir toi ce que tu mets en place en termes Mm. d'e-sport, ton parcours et surtout euh, comment on explique et comment on voit cette ferveur qui monte autour de l'e-sport auprès de grosses équipes. Euh, Clanic, c'est une agence de conseil qui est Ouais. spécialisée a priori dans l'e-sport. Comment s'est fait la rencontre entre ces deux univers-là? Qu'est-ce que vous vous apportez mutuellement? Et en fait, ouais, comment ça s'est mis en place en gros? Alors, le contexte, moi, Clanix, j'y suis depuis 2016. La boîte a été créée en 2011. Et avant d'être dans l'e-sport, j'étais à la communication. Moi, j'étais en charge de la com externe de Clanix. La rencontre, comment elle s'est faite? C'est très simple. Faut prendre la genèse. Clanix, tu l'as dit toi-même, c'est une société de conseil, d'accord? Et lorsque Johan Gage, le CEO, crée Clanix en 2011, je te fais un peu de storytelling. Lui, il sort de grosses expériences dans des très grosses ESN, donc des sociétés concurrentes. Et il y a un constat qui ressort, c'est que le collaborateur dans les sociétés de conseil dans lesquelles il était n'était pas considéré à sa juste valeur et que pour lui, la valeur travail, en fait, dans une entreprise, la valeur travail est très importante, mais pour qu'elle soit maximisée à son paroxysme, il faut qu'il y ait tout un environnement dédié et un encadrement qui favorise l'épanouissement. Donc, quand il crée Clanic, il pense avant tout à euh, qu'est-ce que je peux faire pour que les collaborateurs que je vais recruter, ils se sentent épanouis chez moi et qu'ils puissent exprimer leur plein potentiel en plus que leur métier de base. D'accord? C'est vraiment la réflexion. Et donc, par ce biais, il place le collaborateur au cœur de toutes ses décisions stratégiques et de sa construction d'entreprise. Voilà, ça c'est le concept clinique. Pourquoi l'e-sport quand tu es dans une boîte d'informatique, d'accord, et que ta population, c'est 85% de consultants en IT pour 20% de fonctions transverses support, il faut écouter ta population principale pour pouvoir les accompagner. Et donc, je vais même aller plus loin, en France, 2 Français sur 3 jouent aux jeux vidéo. Voilà, deux Ok, Français sur 3 jouent aux jeux vidéo. ok. Jouer aux jeux vidéo et faire de l'e-sport, c'est pas la même chose. Je te pose toi la question, Arthur. Tu as déjà dû jouer à Mario Kart.
Tu t'es peut-être déjà retrouvé, voilà. Tu t'es peut-être déjà retrouvé à un moment donné chez toi en train de faire un Candy Crush sans faire exprès. Tu te retrouves à jouer aux échecs à un moment donné, en ligne peut-être. Ça, c'est pratiquer le jeu vidéo. Voilà. Donc, quand on part de ce principe-là et qu'on sait que les personnes qui sont de l'univers de l'informatique ont un intérêt encore plus fort aux jeux vidéo, leur proposer dans leur monde pro un espace dans lequel ils vont pouvoir rencontrer des gens qui partagent la même passion, dans lesquels ils vont pouvoir l'exprimer. Tu sais, quand tu as la trentaine passée, dire que tu joues aux jeux vidéo, c'est triste, mais il y a des gens qui peuvent se sentir gênés ou peut-être jugés et ça peut être négatif pour eux, tu vois. C'est comme ça qu'ils peuvent le ressentir. Et moi, je peux le comprendre parce que des fois, je me rends compte que quand j'explique mon métier, c'est compliqué. C'est pas que c'est compliqué pour moi, j'en ai pas honte, mais j'ai besoin d'aller plus en détail pour expliquer ce que je fais avant que les gens se rendent compte que, ah ouais, c'est pas n'importe quoi. Donc, créer ce contexte-là, créer ce climat-là et leur dire que ça existe chez nous, ben, c'est pour Clanic un élément fort de séduction, d'attraction de collaborateurs et on ne se limite pas simplement à le dire, on leur fait vivre dans leur expérience et donc un énorme levier d'engagement et de fidélisation du collaborateur dans sa vie Clanic. Ok. Voilà le pourquoi du comment. Il y a l'e-sport chez Clanic et comment le club est arrivé. Ben, c'est très simple. Moi, j'ai créé un club en parallèle des activités chez Clanic, en parallèle, pardon, de mes activités chez Clanic en 2018. Et en fait, suite à plusieurs éléments, notamment le Covid, où j'avais lancé une grosse communauté pendant le confinement pour que les collaborateurs puissent un petit peu s'aérer l'esprit. Enfin, voilà, après pas mal d'éléments positifs, j'ai proposé ce plan-là à mon PDG qui, lui, déjà dès 2016, sachant ce que je faisais, m'avait dit, Alex, tu es dans le jeu vidéo, pense à faire quelque chose. Il y a moyen que ça peut intéresser Clanic. Voilà, le moment, les astres étaient alignés, le moment était tombé. Et donc, je lui ai proposé d'intégrer mon club, qui était à l'époque amateur, dans le groupe Clanic. Ok. Donc, voilà. Ok, gagnant-gagnant. Tu parlais tout à l'heure du regard un peu autour de ton métier et autour de l'e-sport plus globalement. Avant de préparer cet entretien, je me suis amusé à poser quelques questions autour de moi, différents types de personnes. Et c'est vrai que j'ai noté que le jeu vidéo avait encore peut-être une vision de la part des gens dédiée aux enfants, aux adolescents, plus vraiment aux adultes. Et le fait que cette vision de l'e-sport, on soit trop, tu parlais du cybercafé, on soit un peu trop encore sur le cybercafé où tout le monde a son casque sur les oreilles, alors que de ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu lire, c'est un stéréotype complètement faux à l'heure actuelle, où il y a des mecs et des filles de haut niveau entraînés avec des performances de sportifs de haut niveau. Comment est-ce que déjà toi tu observes aussi cette dualité un petit peu entre l'impression que va donner l'e-sport auprès des gens et la réalité de ce qui est devenu l'e-sport en France en 2024? Et comment toi aujourd'hui tu la vis, vu que c'est ton sport et ton métier? Qui, il y a 15 ans, aurait pu prévoir un jour ça, un phénomène d'une telle ampleur? Des salles, voire des stades entiers remplis, des foules en délire pour soutenir et voir jouer des joueurs de jeux vidéo. Alors, déjà, les gamers moyens en France à 33 ans. Ok, Voilà. Là, c'est 33 ans. le premier Ok. stade. 33 ans. Voilà. La trentaine. Pourquoi? Parce que les jeux vidéo, c'est vieux. C'est beaucoup plus vieux que ce qu'on imagine. Euh, les clichés, les jugements péjoratifs, on les aura, je dis pas toujours, mais pendant encore un petit moment. Tu sais, c'est comme tout. Quelque chose qui est nouveau, a besoin de son temps pour pouvoir se faire accepter et devenir une norme, tu vois. Je sais que tu parles pas mal de sport, tu parles pas mal de foot, tu vois. Je peux te prendre le foot ou le rugby. Tu regardes le rugby professionnel des années 80, les mecs, c'était des joueurs de quartier qui se retrouvaient en équipe nationale en train de jouer, avec le cliché des poivreaux de bar qui se cognent sur la gueule, et le rugby, c'est un sport de bourrin. Je regarde le rugby maintenant, ça n'a rien à voir. Tu regardes le foot du début du XXe siècle, d'accord. Ce n'était pas le foot qu'on a connu là maintenant. Moi, je suis un supporter de l'OM. Au coup, je m'intéresse à un moment à l'histoire du club et sans lien avec l'e-sport, parce que l'OM est un club avec une énorme ferveur et je me nourris pas mal de ça pour essayer de l'appliquer dans l'e-sport. Mais peu importe par là, le foot, à l'époque, c'était un mouvement
populaire, limite, tu vois, dans le foot, il y a des clubs d'ouvriers versus des clubs de personnes plus riches avec des idéologies très fortes. Donc, si tu veux, l'e-sport vise que n'importe quel mouvement a vécu à un moment donné, il faut du temps pour s'accepter. Ça, c'est un fait. Moi, comment je le vis, ben, c'est moi, mais moi parmi tant d'autres, pardon, qui avons comme pour objectif et responsabilité, notamment de venir casser ces codes, casser ces clichés. Et là où on a, comment dire, une responsabilité plus grande, c'est que à l'époque du foot ou du rugby dont je te parlais, il n'y avait pas tout ce qui était Internet et réseaux sociaux. On avait le temps de faire les choses. Là, le temps, on l'a pas. Et si on ne contrôle pas ce qu'on fait, on peut très vite se retrouver dans des situations dramatiques où tu peux avoir, je pense que c'est des sujets que j'ai eu entendre parler, mais l'harcèlement en ligne, la discrimination, voilà, qui sont des sujets qui sont malheureusement très petit dans l'univers du jeu vidéo. En soi, si on fait un parallèle et un pourcentage, c'est très peu, mais avec l'impact des réseaux sociaux et l'impact qu'a Internet, qui prennent une place beaucoup trop grande. Donc, on a un travail, si tu veux, d'un côté d'éducation, de rassurer les anciennes générations en leur disant, mais jouer aux jeux vidéo, c'est pas rester derrière un ordinateur, c'est pas juste s'enfermer socialement. Au contraire, moi, j'ai des amis que j'ai connus grâce aux jeux vidéo et qui sont toujours mes amis et des amis très proches. C'est au contraire, voilà, c'est rassurer les anciennes générations tout en faisant la prévention face à la nouvelle. C'est, les gars, vous êtes sur Internet, vous êtes pas coupé du fait. Vous n'êtes pas intouchable derrière votre ordinateur. Vos actes ont des conséquences, il faut en prendre conscience. Donc, on est vraiment, nous, à mi-chemin entre deux générations où on se doit, voilà, d'un côté, la rassurer, les plus anciennes, et leur ouvrir leur esprit, et de l'autre côté, la nouvelle qui va très vite leur dire, OK, il y a ça, vous voulez réussir, c'est sous telle condition, dans tel cadre, et on se doit de les former. Voilà ma position par rapport à ça. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, les regards négatifs ou les clichés sur lesquels qu'on subit, bon, ça va. Il faut, comme je te dis, on s'en amuse, d'accord, 5 minutes. C'est le jeu, voilà, c'est le jeu. Tout ce qui est nouveau vit ça. Je pense que on a à peu près le même âge, donc on a connu nous l'émergence d'Internet et les premières personnes qui étaient sur Internet, c'est enfin, une personne qui mettait une clé, attention, une clé USB, qui mettait une disquette dans un ordinateur et qui copiait un fichier de la disquette sur le bureau de Windows. 96, c'était un monstre. D'accord, 95, c'était un monstre. Bon, maintenant, tout le monde sait le faire. Donc voilà, comme dans tout, hein, c'est des cycles. Hein. Quand c'est nouveau, ça fait peur. Après, la peur disparaît. Il y a place à la compréhension. Puis quand il y a la compréhension, il y a l'acceptation. Et puis voilà, c'est des cycles sans fin qui se perpétuent. Et l'e-sport en fait partie. Alors, j'ai l'impression justement que on arrive là, depuis quelques années, dans cette deuxième phase, la compréhension avec une curiosité. Je parle de ça en disant que, étant moi très féru de tout ce qui est sport et des journaux, presse écrite, internet, émissions de radio traitant du sport, le e-sport est de plus en plus présent. L'équipe y consacre des articles, des classements, des analyses sur des joueurs, sur des équipes. Donc, on va vers une médiatisation plus grand public de l'e-sport et je pense que c'est plutôt une bonne chose. Toi, autour de toi, comment est-ce que tu observes l'impact un peu de ferveur et de supporterisme populaire de l'e-sport? Est-ce que tu sens qu'il y a une vraie croissance depuis quelques années et qu'il y a encore du potentiel? Est-ce que tu sens qu'on est arrivé au bout de ce qu'on pouvait en France? Où est-ce qu'on se situe là au niveau du supporterisme de l'e-sport en France? Alors, on est au balbutiement. Voilà. Ok. On est au balbutiement de l'e-sport. On est au balbutiement parce que les choses se démocratisent, se développent à peine. Donc, il y a tout qui est à faire encore. Il faut juste avoir en tête, si tu veux, la différence entre un sport, peu importe le sport, et l'e-sport, c'est que le sport appartient à personne, le jeu vidéo appartient à un éditeur. Voilà, ça c'est très important à comprendre. C'est-à-dire que tout à l'heure, je te parlais de jeux vidéo qui étaient e-sport friendly ou qui étaient prêts à le devenir. Si un éditeur, du jour au lendemain, décide d'arrêter de vouloir développer sa chaîne professionnellement, tu as beau avoir le max de supporters ou d'investisseurs derrière, le jeu s'arrête.
et donc ça ne fonctionnera pas. Là où sur le foot, le rugby, le tennis, ça pourra continuer. Donc déjà, c'est le premier truc. Donc ce qui fait que, avant même de parler du sportérisme, il faut d'abord solidifier cette partie-là, que les éditeurs soient conscients, se rassurent et que leur stratégie de développement fonctionne et qu'il y ait des preuves d'un intérêt. OK. Step 2, c'est la partie fan et la fan expérience. Ça s'appelle c'est balbutiement, je te disais, le meilleur élément, le meilleur élément de comparaison en France, d'accord, c'est tu as deux clubs français. Tu as vraiment deux clubs français qui sont à l'heure actuelle, je parle pas dans le stade, dans le cadre de clubs légendaires, mais à l'heure actuelle, qui tirent l'e-sport en France, c'est Vitality d'un côté et c'est la Carmine Corp de l'autre. Et Vita, c'est le club le plus vieux des deux, 2013 si je dis pas de bêtises, d'accord, qui a tout fait en premier et qui a essuyé les plats pour tous les autres. Voilà, si à l'heure actuelle l'e-sport en France il est à ce niveau-là, c'est parce que Vita est passé devant et a enfoncé les premières portes qui nous a permis nous de rentrer derrière. Et en face, tu as la Carmine Club qui est beaucoup plus récente, je crois que c'est 2019 ou 20 à peu près. Enfin, avant c'est d'abord qu'avec Kameto, qui était le cofondateur, qui s'est associé, mais ouais, on va dire 2019-2020. Et lui qui a vraiment embrassé la culture populaire du sport. Si tu veux, dans les clichés, c'est des clichés qui n'ont pas une réalité. Tu pourrais assimiler Vita comme étant le club de l'élite et la Carmine comme le club de la ville. Ça donne cette image-là d'un point de vue extérieur, même si ce n'est pas la réalité. Pourquoi? Parce que tu as Vita qui s'est construit sur, ils sont fait comme ils ont pu à l'époque, mais sur des levées de fonds qui sont construits avec des investisseurs étrangers, très rapidement, qui sont passés sur un modèle de communication en anglais pour toucher un public international, là où Kamel, donc Kameto, a été plus sur une approche, et la différence, c'est que Vita s'est construit avec des personnes moins connues, même s'il y avait Gotaga à l'époque, et Kamel, le club s'est construit de lui sur quelque chose de plus populaire. C'est un mec qui vient des quartiers, qui a réussi sur le son front à se développer personnellement, puis ensuite à en tirer les jambes. Donc, tu as déjà, tu vois ce que j'ai dit tout à l'heure, toujours même si c'est pas voulu, mais là, pour le coup, c'est le cas, le message un peu populaire et l'enjeu social des clubs, et c'est le cas. Donc, tu as un club populaire et un club un peu plus d'élite. Et donc, alors que quand tu regardes, le club qui est le plus, je dirais pas suivi, mais qui développe le plus de hype, c'est le club de Kamel, parce que lui, il a compris. Alors, je suis pas à sa place, je vais pas te dire si c'est voulu, pas voulu. Je pense que c'est aussi le reflet de sa personnalité qui est quelqu'un de très, c'est pas, comment dire, très gentil, très attachant et qui attire vachement les gens autour de lui. Il a réussi à mettre en place les prémices de ce que tu vois dans le foot, d'accord? Et ça te donne une comparaison où Kamel s'associerait plus avec la Carmine Cup à l'Olympique de Marseille et Vitality ressemblerait plus au PSG. Voilà, dans la manière de comment les fans se développent. Et ça tombe bien parce que tout à l'heure, je te disais, faut que les structures soient préparées à ça. Il y a l'exemple le plus marquant, c'est que la LEC, donc qui est la compétition phare européenne de League of Legends, a interdit justement aux ultras de la Carmine Corp de se déplacer à Berlin pour assister au match de leur équipe parce qu'ils faisaient trop de bruit, parce qu'ils étaient trop bruyants, parce que justement ils ont amené ce programme d'ultra dans les stades. Donc c'est pas les stades, c'est des grandes salles avec des gradins. Et si tu veux, voilà, malgré le fait que League of Legends, c'est à 12-13 ans, que leur monde pro a plus d'une dizaine d'années, ils sont pas encore prêts mentalement et ils connaissent pas ça. Ils savent pas ce que c'est que les ultras, ils savent pas ce que c'est que le sportif à ce niveau-là. Et donc là, on a déjà, tu vois, le premier rapport, c'est que la plus grosse compétition qui pourrait être assimilée à la Champions League dans le foot, d'accord, interdit à des supporters de venir parce qu'ils font trop de bruit et qui dérangent les équipes techniques autour. Et ça paraît fou de l'entendre. Et si on le projette sur le foot, ça paraît très fou d'entendre que l'UEFA interdit les déplacements d'ultra. On parle pas de mauvais comportement. On parle de trop de bruit et de trop de supporterisme. Donc, c'est pour ça que je te dis, on est vraiment qu'à ces balbutiements parce que ça se lance, ça commence. Ça prendra peut-être 10 années supplémentaires, ça prendra peut-être 30, voire 50 parce que, comme dans le foot, ça a mis du temps à venir, tu vois. Donc, voilà, c'est les débuts. Et pour que ça fonctionne, il y a besoin de beaucoup de parties prenantes qui se mettent d'accord et qui souhaitent œuvrer dans le même sens. Et puis après, tu as les enjeux politiques, tu vois.
quand tu as en LEC, donc cette fameuse Ligue des Champions, donc tu as l'équipe de Kamel qui vient d'arriver cette année, qui fait tellement de bruit, qui prend tellement d'espace, et en face, tu as des mastodontes de l'e-sport comme G2, Vitality, Fnatic, qui eux, ça fait 15 ans qu'ils sont là, ils n'arrivent pas à fédérer autant de monde, ben, ça leur fait peur, et là, c'est de la supposition, mais par des soucis d'ego, on ne veut pas froisser une équipe, tu es obligé de réguler. Mais le temps fera que ça deviendra une norme, je nous le souhaite, ça deviendra une norme et que ça se popularisera beaucoup plus. On voit d'ailleurs, je sais pas si c'est comparable et si la comparaison est bonne d'ailleurs, mais tu vas me le dire, mais sur l'évolution des championnats de fléchettes, qui est un sport en salle, qui nécessite de la concentration au niveau des joueurs, on est passé d'un univers un peu façon billard, que je respecte totalement et que j'aime beaucoup, assez silencieux, assez considéré comme respectueux, parce que pour moi, faire du bruit n'est pas un manque de respect, à justement des images complètement folles depuis quelques années, où en fait, aller à un championnat de fléchettes, c'est une fête totale, les joueurs jouent du coup de ça, et en fait, ça donne à la fois des images, donc pour le public, c'est top, et pour l'image des joueurs, enfin, ça ne fait que valoriser justement le côté affectueux, tu en parlais pour Kameto, affectueux de ces joueurs-là, et ça rapproche, je trouve, les joueurs du public, quoi. Mais c'est incroyable. J'ai découvert les fléchettes il y a 1 an et demi. Je crois que c'est l'équipe 21 qui diffuse de mémoire. Et c'est un pote qui m'a dit, tiens, regarde. Et c'est fou. En fait, si tu veux, là, on est de mon point de vue, on est sur un aspect culturel. C'est-à-dire que l'e-sport, ça vient des États-Unis, d'accord? L'e-sport vient des États-Unis et l'e-sport, c'est le show. Enfin, pardon, les États-Unis, c'est le show. C'est le spectacle, c'est des belles mises en scène, c'est vraiment, tu assistes, tu vois le Super Bowl. Le Super Bowl, c'est un show, enfin, c'est le seul événement sportif où la minute à leur mi-temps est la plus chère au monde. Enfin, je caricature, mais je pense qu'on n'est pas loin de la Non, réalité. c'est ça, c'est ça. Voilà. Et en face, faut savoir que la France, c'est le pays le plus développé dans l'e-sport en Europe, d'accord? Et il est reconnu pour ça, notamment sur les golf Legends. Tu as la culture européenne, d'accord, de ce qui est vivre un sport et vivre du supporterisme pour un club, qui est à base de je fais du bruit. Malheureusement, des fois, ça part dans je casse, je me bats, je me défends, j'ai un honneur, où c'est beaucoup moins lisse, où c'est beaucoup plus vivant, spontané et émotionnel. Mais donc, si tu veux, tu as cette croisée-là entre les deux qui fait que ça crée un embouteillage où tu as d'un côté des productions qui veulent être très lisses, très belles visuellement, et en face des gens qui veulent juste vivre ce qu'ils ressentent et mettre la passion et l'émotion la plus totale dedans et la plus sincère, tu vois, c'est vraiment ça. Donc, comment dire, ce croisé-là, si tu veux, les jeux vidéo permettent de l'exprimer. Le sport comme les fléchettes, c'est un très bon exemple parce que c'est un sport individuel et c'est un sport qui avait besoin de ça. Tu vois, ça va être fort sur les sports qui ont besoin de ça. Il y a des sports qui n'ont pas suffisamment de hype, pas suffisamment de lumière dessus. Donc, ils vont s'appuyer sur cette partie-là de supporterisme et donc mixer les deux. Donc, les fléchettes, c'est un très bon exemple, d'accord? Alors que, pourtant, le joueur de fléchettes, je pense qu'il a besoin d'autant de concentration que n'importe quel sportif pour être performant. Donc, voilà. Donc, c'est un chemin à prendre. Et ça montre que c'est possible. Tu peux avoir une pratique de sport ou d'e-sport qui demande beaucoup de concentration, qui demande du calme et qui demande du calme et de la sérénité avec une ambiance d'ultra. Je parle bien d'ultra parce que pour moi, le sport, c'est les ultras. Hein. Être au stade et s'asseoir, c'est pas être au stade. Voilà. D'un point de vue européen, je te parle. Quand tu le vis, si je parle de supporterisme, pour moi, c'est la partie ultra qui vient derrière. Ça peut se faire, mais voilà, ça prendra le temps. Il y a des exemples, mais ça prendra le temps. Alors justement, tu trouves ma transition parfaite. Tu l'as précisé tout à l'heure, mais je pense qu'on l'entend un petit peu. Tu viens de Marseille, tu crées à Marseille. Il y a un club de football dans cette ville qui provoque une ferveur qui est assez inédite en France, peut-être en Europe. Ouais. Est-ce que toi, ta vision, c'est, si je le dis un peu grossièrement, c'est de créer le club e-sport, l'OM e-sport, en gros, sans forcément le branding, mais essayer de provoquer un peu ce côté ferveur pour le club e-sport que tu possèdes, ou tu as envie d'avoir une image un peu différente justement de
ultra émotion du football marseillais. Et je veux exactement faire ça. Ok. Voilà. Je veux c'est exactement l'ambition. En fait, si tu veux, moi, c'est exactement ce que je souhaite faire vivre. En gros, pour t'expliquer, quand j'ai créé le club en 2018, avant qu'il soit rattaché à Clanic, je suis parti d'un constat très simple. C'est que, en tant que supporter et fan d'e-sport, je n'avais aucun club qui était suffisamment proche de moi pour que je puisse m'identifier. Et comme je disais tout à l'heure, et ma vision, c'était que les clubs vont devoir à un moment donné se sédentariser pour pouvoir justement développer leur propre ADN, leur propre culture et créer du lien avec les gens qui les entourent. Tout à l'heure, je te parlais du parallèle Marseille-Paris, Vitality, Carmine Corp. On est un peu dans le même délire. Vitality est en partenariat avec le Stade de France. Ils sont ancrés à Paris. Kamel, même s'il n'est pas de Marseille du tout et que il est plus dans Paris aussi, mais c'est plus ce côté ultra, ça y ressemblait. Mais on a besoin d'avoir des clubs qui soient identifiés à des régions. Moi, ça a été mon cheval de bataille depuis le début. Et c'est pas mon d'humilité de le dire. J'ai envie de créer l'Olympique de Marseille de l'e-sport, du jeu vidéo, sans faire de l'Olympique de Marseille, parce que l'OM doit rester l'OM, Clanic e-sport doit rester Clanic e-sport, mais avec par contre les mêmes vecteurs, avec les mêmes motifs, et qui sont que Marseille, c'est une ville qui est populaire, cosmopolite, qui est chaleureuse, qui est bouillante, qui est authentique, et le jeu vidéo se prête, si tu veux, à ces émotions-là, et donc le club doit les transpirer. Voilà, doit les transpirer. Ok. Ouais, ça sonne bien. En tout cas, t'as le bassin de population qui est là pour ça. Et en tout cas, j'espère que tu arriveras vraiment à ce que tu veux. Avant de terminer cet échange, Alexandre, j'aimerais qu'on passe à la question signature de ce podcast. Tu as la possibilité de remonter dans le temps, tout sport confondu, y compris évidemment le e-sport. Hein. Ici, on ne traite pas du fait que l'e-sport soit un sport connu ou pas. Il n'y a aucun débat là-dessus. Bien sûr. Tu reviens en arrière et tu as le choix d'être là en tant que spectateur ou supporter d'un événement sportif. Ce serait lequel? Je peux t'en citer deux. Tu m'autorises deux ou pas? Je crois que tout le monde me fait deux pour l'instant. Ouais, Il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun souci. Je vais t'en faire un dans l'e-sport et je vais t'en faire un dans le sport. Dans le sport, c'est la finale de la Ligue des Champions de l'OM 93 que j'aurais aimé vivre directement. J'avais 1 an, donc ça c'est indéniable parce que pour le reste, les victoires que l'OM ou Marseille a eu, enfin que l'OM ou la France a eu derrière, je les ai connues. Et dans l'e-sport, ça aurait été être à la première finale, la première finale gagnée par Faker, qui est le joueur iconique de l'e-sport, c'est le Messi ou le Cristiano Ronaldo de League of Legends. Et j'aurais aimé être à sa première victoire, puisque je l'ai suivi sur l'ordi. Hein. C'était à Los Angeles, je crois si je dis pas de bêtises, je l'ai suivi à distance. Et voilà, j'aurais aimé assister au début du règne du futur Demon Slayer, c'est comme ça qu'on l'appelle, du seul joueur qui a gagné 4 fois les championnats du monde sur 10 ans, où il a fait, je crois, 5 ou 6 finales. Oh, je crois qu'il n'en a perdu qu'une seule, donc il a fait 5 finales sur 10 éditions, et il a gagné 4, dont la dernière à 27 ans l'année dernière. Donc ouais, vraiment, tu vois, c'est voilà, c'est la finale Ligue des Champions de l'OM remportée et assister voilà au début du règne de Faker, qui est pour moi vraiment toujours pareil. On fait le lien entre le sport et l'e-sport. Donc ton podcast, ben voilà, Faker, c'est vraiment l'exemple même du sportif qui a tout gagné, qui est fidèle à son club, qui a refusé des offres mirobolantes. Pour te dire, il a refusé des chèques en blanc de la Chine. Quand j'ai des chèques en blanc, des chèques sans montant, pour lesquels peut mettre le montant qu'il voulait pour aller jouer en Chine, il a préféré rester en Corée. Et le mec, c'est un joueur d'un seul club en fait. C'est le Tochi, voilà, c'est Tochi. C'est un joueur d'un seul club. Il est chez SKT. Le mec, maintenant, il a pris des parts dans le club. Il encadre la nouvelle génération. Voilà, c'est vraiment assister au début de son règne et la finale de la Ligue des Champions avec Marseille. Deux beaux événements super différents, mais c'est cool d'avoir, je pense, cette dualité aussi entre l'événement marquant du football français sur la scène internationale et là où je parle. Et ouais, l'avènement du prodige de l'e-sport. Donc je comprends ces deux choix. Alexandre, c'était un vrai plaisir. Merci beaucoup pour toutes tes explications. J'espère que la ferveur et l'émotion autour de l'e-sport est un peu plus claire pour tout le monde. En tout cas, pour moi, clairement. J'ai appris beaucoup durant cet échange. Donc merci sincèrement pour ta présence, Alexandre.
Merci beaucoup, merci pour l'invitation et merci de me donner le temps de parole nécessaire pour partager un sujet qui me passionne et de me laisser cette place-là. Avec grand plaisir. On se retrouve pour le prochain épisode le plus rapidement possible et en attendant, prenez soin de vous.